Chapitre 2. Les pratiques théorisées. Alors que les théorisations secondaires intervenaient sur les œuvres, et, après elles, cherchant à en élucider l'énigme, à en dégager les structures, ou à en suivre la réception avec des instruments conceptuels déjà prêts et qu'il s'agissait d'éprouver, voire d'affiner sur un terrain nouveau, le style des pratiques théorisées dont nous allons parler maintenant est bien différent. Elles naissent en même temps que les œuvres qu'elles soutiennent et sont si liées à l'objet qui les provoque, à l'existence, qu'elles ne sauraient avoir aucune sorte de prétention à l'autonomie, ni même à une quelconque validité, sans ce support. Quasi simultanés, œuvres et discours se produisent sur la scène de l'art d'un même tenant, l'un portant l'autre et vice-versa. Ces théorisations se présentent sous deux formes. L'une est une pratique extérieure à la production de l'œuvre par l'artiste, c'est la critique d'art, exercée par des auteurs littéraires et qui concerne une œuvre en particulier, les œuvres d'un artiste ou encore tout un mouvement artistique. L'autre est une pratique interne, immergée dans la production dont elle ne se sépare pas, c'est le fait des artistes eux-mêmes. Journaux d'atelier, notes et réflexions, textes en forme de manifeste, essais, quelquefois même traités. Ces écrits ponctuent la recherche. Les artistes y font le point sur leur travail, exposent leurs idées, défendent leurs croyances, se positionnent sur l'échiquier des mouvements artistiques, répondent aux critiques et donnent leur avis sur leurs congénères. Ces deux formes de théorisation, externe et interne, ont traditionnellement ceci de commun entre elles qu'elles ne se réclament généralement pas d'une théorie déterminée, tâchant à en appliquer les principes sur le vif, mettant rarement en forme systématique leurs énoncés, et revendiquent en revanche le contact avec l'œuvre dans sa singularité, et le flair ou le goût comme principe directeur. Cette disposition classique de la critique permet de distinguer ce qui revient aux esthéticiens, philosophes, théoriciens de l'art, comme ceux que nous avons évoqués en première partie, aux spécialistes d'une discipline particulière, qu'ils appliquent aux questions artistiques, et aux critiques d'art eux-mêmes, plus près des œuvres, et hommes de terrain en quelque sorte. Cependant, cette répartition des tâches tend, aujourd'hui, à se brouiller considérablement. En effet, les grands systèmes fondateurs ont disparu du champ philosophique, entraînant dans leur disparition les philosophies de l'art qui en constituaient une partie. Restent alors deux dispositifs qui peuvent servir à combler cette perte théorique, les pratiques d'accompagnement qui théorisent le champ de leur point de vue. Nous venons, dans le premier chapitre de cette seconde partie, de les passer en revue. Et la critique d'art qui, sortant de son rôle empirique, prend sur elle une part de la charge théorique. Ainsi, le souci de faire théorie est-il maintenant un bien commun et non plus le fait d'une fraction seulement du champ esthétique? Et ce partage, qui reprend l'héritage de la philosophie, est plutôt une mise en commun, où s'opère une sorte d'hybridation entre les compétences, les principes et les méthodes.
On peut dire avec une certaine pertinence que la critique contemporaine, la nouvelle critique, marque une forte tendance à questionner moins l'œuvre singulière que les démarches, les processus d'intervention, les problèmes posés par la pratique de l'art, son rapport à la société, à la politique, aux grands mouvements et tournants technologiques, ou encore la question du sens de l'art. Bref, marque une tendance certaine à philosopher. Nous en avons la preuve à la simple lecture des publications de colloques sur l'art. En jetant un coup d'œil sur la qualité des intervenants, nous trouvons, parlant par exemple de l'abstraction picturale contemporaine, deux esthéticiens, deux historiens de l'art, un psychanalyste, deux critiques d'art, 9 artistes. Ce panel représente bien l'hybridation actuelle des professionnels de l'art. Il serait sans doute besoin d'y ajouter, dans une toute autre perspective, celle d'esquisser le tableau du milieu de l'art, des conservateurs de musées, des directeurs de centres d'art, de maisons de la culture, de FRAC, des membres de la direction de l'art et de la culture. Chacun et tous conjuguant les rôles de critique et d'esthéticien, dans la mesure où leur choix détermine des valeurs et des lignes de conduite argumentées. En outre, considérant que la réflexion sur l'art, sa nature, son devenir, le sens ou le non-sens de ses productions est une partie essentielle du travail de l'œuvre, ces réunions qui mêlent les acteurs du champ artistique peuvent aussi revendiquer pour elles-mêmes le statut d'œuvre d'art et leurs organisateurs se déclarer artistes. Cet état de choses auquel la critique est affrontée dans les milieux de l'art peut s'interpréter alors de deux manières. Soit on peut dire avec Arthur Danto que la théorie, c'est-à-dire la spéculation intellectuelle, prend le pas sur l'activité proprement artistique qui consiste à produire des objets nommés œuvres et s'y substitue. Soit on peut arguer que la production et l'exposition de réflexions dans les colloques et réunions de toutes sortes sont une action artistique qui s'inscrit dans le mouvement de production contemporaine de non-objets, jouant ainsi le rôle d'accompagnement qu'a toujours revendiqué la critique. Cependant, et c'est un point que nous développerons en conclusion, ce flou même, cette indistinction des formes hybrides de la critique, donne à ces discours une portée, une présence, une influence. C'est que la critique d'art reste, malgré, ou bien plutôt à cause de ses dérives intellectuelles, au plus près de l'actualité, qu'elle suit et quelquefois précède, et aussi que sa diffusion, surtout de nos jours, est beaucoup plus large que celle des théories philosophiques ou des analyses spécialisées dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Est-ce à dire pour autant que l'exercice de la critique, la réflexion des artistes sur leur propre travail, serait privé de toute trace de théorisation ? Certainement non. La théorie est présente chez les critiques influents et chez les artistes dont l'œuvre a entraîné des effets dans le domaine artistique. Elle est présente sous forme de choix cohérents, de partis pris prolongés. Et si, comme nous l'avons posé dès le départ, une théorie se mesure à ses effets sur le domaine
pratiques qu'elle contribue à former. Nous pouvons, inversant la formule, supposer que pour des effets produits remarquables dans le champ de l'art, il y a des énoncés théoriques correspondants. C'est donc à ce titre que nous interrogeons maintenant de plus près la critique d'art. Grand 1. Une théorisation pratique. La critique d'art. L'illustration et la défense d'œuvres choisies. La critique et le refus de certaines autres. Mise à l'index. L'évaluation. Les comparaisons. Les jugements. Telles sont les actions accomplies par les critiques d'art. D'un côté, promotion, publicité, renommée. Les critiques lancent leur artiste. D'un autre côté, silence ou désaveu guette l'infortuné qui n'a pas su plaire. Mais cette évaluation ne porte pas uniquement sur les individualités, œuvres ou auteurs. Elle touche au genre, à la forme, au style. Elle privilégie certains mouvements au détriment d'autres, donne ses raisons, crée en quelque sorte la méthode théorique. Car là, il ne s'agit pas seulement d'humeur, mais de conviction. Pas seulement de goût, mais de parti pris. Ou, si l'on veut, d'engagement. Sans doute est-ce ce trait, la position, voire le combat théorique qui distingue la critique d'art moderne des textes de l'Antiquité qui décrivaient des œuvres, les donnant à voir dans et par cette figure de langage qu'il est convenu d'appeler ekphrasis. Là, il était uniquement question d'égaler par la parole les couleurs, les mouvements et l'harmonie du tableau. Les tableaux de Philostrate en sont un bon exemple, même si les tableaux qu'il décrit ainsi sont imaginaires. Ou encore quelques descriptions de Vitruve, de Pline l'Ancien, de Lucien ou de Pausanias. Certes, la description reste la pierre de touche de la critique. Il faut bien faire parler les œuvres plastiques, muettes par définition, mais elle s'assortit, depuis le XVIIIe siècle, de considérations éthiques, voire sociales et politiques. Plus encore, elle devient d'un exercice difficile, pour ne pas dire improbable. En effet, la partie proprement descriptive des critiques s'amenuise actuellement, jusqu'à disparaître quand il s'agit d'art contemporain. C'est que s'il est relativement aisé de narrer une intrigue, l'historia de la Renaissance, de décrire et de désigner des objets reconnaissables, un pot, un divan, une femme, des fleurs, une pipe ou la fuite en Égypte, et de gloser sur les interprétations possibles, il est moins aisé, on en conviendra, de prolonger durant plus de 2 pages la description d'un tableau abstrait, ou pis, d'un monochrome, sans parler des installations dont les supports sont de nature diverse et dont le vide, quelquefois, constitue la pièce principale. On parlera donc autour des œuvres et le contexte prendra une place prépondérante dans les essais critiques. La description y cédera le pas à la biographie de l'artiste, au classement de ses œuvres dans tel ou tel mouvement, aux explications des démêlés de l'artiste, avec ses galeristes, ses marchands, ou la société dans son ensemble.
Petit 1, à nouvel objet, nouvelle critique. Mais il y a encore un lieu plus secret où la description du critique, même à vouloir s'y donner, échoue avec fracas. Ce lieu est celui de l'art technologique contemporain. Il faut bien penser, en effet, que le critique, en textualisant une œuvre, en fait en quelque sorte la pratique. Il épouse ou mime la technique de l'artiste. Il en devient le clinicien. Il en connaît le langage, les outils, les méthodes. On dit souvent malignement que le critique est un artiste raté. Aussi bien sans connaissance du métier ne pourrait-il ni décrire, ni porter un jugement. Or, les objets artistiques produits par les nouvelles technologies sont impénétrables à la critique dans la mesure où ils obéissent à des règles de production qui n'ont pas eu cours jusqu'à maintenant dans la sphère de l'art. Il ne s'agit pas de modulation d'un langage connu, avec ses inflexions ou variations sémantiques, mais d'un autre langage, d'autres outils, de nouvelles méthodes. Le tout concourt à former un objet radicalement nouveau, au point qu'on ne peut lui appliquer aucun des critères qu'esthéticiens et critiques d'art utilisent pour sélectionner ce qui est objet d'art ou non-objet d'art. S'agit-il d'ailleurs d'objets ? Non, pas à proprement parler. Les images produites par ordinateur ne sont pas des images dépendantes de méthodes différentes, mais gardant leurs caractéristiques d'image. 2 dimensions, planéité, stabilité, imposition frontale au regard d'un spectateur passif. Ces caractéristiques, elles ne les ont plus. Image est donc un terme peu pertinent. Aussi peu pertinent qu'objet ou tableau. Et aussi peu pertinents sont les critères qui s'appliquent aux images, aux objets ou aux tableaux. Les outils d'évaluation et le langage utilisé pour en rendre compte. C'est que nous avons affaire alors à des processus issus de calculs. Et ce que la critique devrait évaluer, ce sont non des résultats en images, mais les algorithmes qui les produisent et qui en sont les véritables auteurs. D'autre part, une image évolutive, souvent à progression aléatoire, et sur laquelle le spectateur, qui n'en est plus un, interagit. C'est-à-dire qu'il transforme, peut difficilement être serré dans le tissu narratif qui servait à décrire une historia achevée. Devant cet état de choses, par le tournant technologique qui affecte toute la société et auquel l'art n'échappe pas non plus que n'importe quel autre secteur d'activité. Pourquoi et comment le pourrait-il ? La critique est sans voix. Et de fait, c'est non seulement à comprendre soi-même le maniement de ces machines à communiquer, que sont les ordinateurs et leurs programmes, de façon à pouvoir les décrire avec justesse et les comparer avec d'autres dispositifs, que la critique doit s'appliquer. Description qui serait d'ailleurs en forme de liste des matériaux employés et de leurs caractéristiques techniques, des sortes de fiches en quelque sorte. C'est bien là une tâche préalable, mais d'autres tâches l'attendent, qui nécessitent d'abandonner quelques-uns des privilèges ou des facilités que lui donnait son statut. Le catalogue d'exposition qui alliait généreusement l'anecdote privée sur la vie de l'artiste, le compte-rendu élogieux des œuvres exposées et l'élégante morale tirée de l'ensemble, ce catalogue doit se concevoir autrement pour les technimages. À la vie de l'auteur se substitue la composition d'une équipe.
aux intentions et au choix de l'artiste. Le projet dûment actualisé d'utiliser tel ou tel équipement, tel ou tel support. L'évaluation de l'ensemble tient compte de l'extension du nombre d'interacteurs, du site où il est possible d'accéder, de l'extension du programme lui-même, de l'archivage envisagé ou, à l'opposé, de son achèvement perpétuel. Le programme restant ouvert. On le voit, ce n'est pas seulement la mécanique qu'il faut connaître, mais il faut aussi se transformer en opérateur pour tester la validité, l'extension et les utilisations possibles de l'œuvre. On verra ainsi des critiques, en vérité fort peu nombreuses, si ce n'est rarissime, évoluer des CD-ROM sur un artiste, un musée, un mouvement artistique, en fonction de l'usage qu'ils peuvent fournir, sur le mode d'une évaluation des qualités et des défauts d'un ustensile, d'un objet de consommation courant. Le même type d'appréhension peut être porté pour une œuvre comme celle de Muntadas, The File Room, par exemple, dont le travail consiste à ouvrir un serveur sur Internet où il soit possible de consigner les cas de censure en art ou dans d'autres domaines. Cette liste étant extensible et chacun pouvant librement y participer. Une nouvelle critique s'interrogea alors sur le bien fondé, la validité ou l'usage possible d'une telle politique de dénonciation. Même chose avec Ingo Gunther et sa République des réfugiés sur Internet, où il crée une série de propositions plastiques en dessinant, entre autres, un passeport pour les membres d'une communauté à la fois réelle et fictive. Tout ceci n'est pas pour plaire à la tradition critique qui préfère donc s'abstenir et traite ses œuvres technologiques par un mépris sans phrase. La nouvelle critique est donc encore à venir et doit trouver son chemin entre une information précise, l'aspect communicationnel ou médiatique et promotionnel si l'on veut, et une appréciation soumise à des critères qu'il faut élaborer théoriquement pour qu'ils soient vraiment pertinents. Peut-être d'ailleurs, comme le pense et le pratique Boissier, le nouveau critique serait le commissaire d'exposition, celui qui choisit, sélectionne, soutient, oriente la production dans les voies qui lui paraissent fécondes. Les 4 éditions d'Artifice, en ce sens, font bien partie d'une nouvelle critique, dont elles montrent la dimension dans la mesure où elles désignent, soutiennent et mettent à la disposition du public des œuvres technologiques. Et ceci, moins en tant qu'exposition d'artistes singuliers qu'en tant que monstration de ce que peut l'art technologique dans ses divers aspects. Internet, images de synthèse, virtualité ou hypermédia. En effet, comme le précise Boissier, les auteurs ne sont pas forcément les artistes eux-mêmes. Ils peuvent être les initiateurs d'un site et relever plutôt d'une pratique, d'une position qui est celle de l'éditeur, du galeriste, du commissaire. Cela déplace la question de l'auteur et de la réception. Ajoutons que, selon nous, les utilisateurs de réseaux, interacteurs sur les sites, publicateurs de pages web, peuvent être considérés comme des critiques permanents et, dans la mesure où ils interviennent, influent. Ceci déplace encore un peu plus en amont la définition de la critique et du critique. En effet, celui qui interagit, qui est co-auteur,
est donc à l'origine de l'œuvre, et aussi celui qui, interagissant, la critique. Le faire critique serait donc contemporain de l'œuvre au sens strict, simultané. Mais avant que ce rôle, cette définition, cette place dans le circuit de production de l'art soit reconnue, acceptée et surtout éprouvée, une critique positive des nouvelles technologies, pour si peu qu'elles existent, se fait surtout en ayant recours aux grandes visions du monde, à l'idéologie du progrès, de la démocratie et de la technique comme aide à l'universalité du savoir et de la connaissance de l'art. Elles restent assez loin des choses mêmes. Leurs auteurs sont des théoriciens généralistes, philosophes ou simili-apparentés, dont les réflexions sont sollicitées pour combler le vide théorique de la critique d'art en ce qui concerne l'art contemporain. Ils expriment alors leur point de vue sur la marche du monde, plutôt qu'ils ne s'attachent à la réalité de l'art contemporain. Quel est donc le modèle implicite auquel obéit cette critique d'art pour se sentir vraiment critique et remplir le rôle qu'elle suppose avoir à jouer ? Modèle si prégnant qu'il lui interdirait d'y contrevenir en s'occupant des nouvelles technologies de l'image. Il prend ses origines dans un passé assez lointain pour être considéré comme fondateur et assez proche pour ne pas être considéré comme archaïque. Petit 2. Le modèle du paradoxe critique. Diderot. L'exercice et, on peut dire, le métier de critique n'apparaissent, avec le rôle et la posture qu'on lui attribue généralement aujourd'hui, que dans le temps où se constitue l'esthétique, et où, parallèlement, l'art et l'artiste acquièrent un statut sinon autonome, du moins reconnu, comme étant à part des autres activités sociales. C'est-à-dire dans le milieu et à la fin du XVIIIe siècle, pour fleurir et s'épanouir au XIXe siècle. Les premiers pas dans la voie de la critique moderne sont liés à l'exercice de la littérature. Écrivains, philosophes s'y adonnent comme leurs confrères, journalistes, poètes ou hommes de théâtre. Et puisque tout art a son commencement attitré, on s'accorde à désigner Denis Diderot comme le premier des critiques modernes. Ce choix de Diderot comme instaurateur de la critique est intéressant en lui-même, car il montre bien ce qu'esthéticiens, artistes et publics attendent de la critique. Une réflexion sur l'art, autant qu'un jugement de goût. L'établissement d'une relation entre l'activité artistique, dont on ne sait trop ce qu'elle recouvre, et le monde tel qu'il va ordinairement. La présentation moins d'une œuvre que d'une manière de se comporter. Une leçon de choses et de mœurs. En bref, on en attend une sorte de théorie pratique à partir d'un objet concret, exposé à la vue de tous. Si l'institution du salon, exposition officielle qui se tient tous les 2 ans, à part quelques interruptions, depuis 1667, et dont l'entrée est gratuite, rend les œuvres publiques, les soustrayant pour ainsi dire à la contemplation privée des seuls propriétaires fortunés. Elle les met aussi à l'épreuve d'un jugement moral. Elles ne doivent ni choquer le bon goût, ni heurter le bon sens, qui est, on le sait, le sens moral. Mais au contraire servir les lumières de la raison
et guider les consciences dans la bonne direction. Ce que les censeurs de l'Académie royale font au début de l'opération pour discriminer les œuvres qui seront présentées et celles qui seront refusées. Le critique le répète à l'autre bout de la chaîne, en commentant et en choisissant lui aussi dans ce qui est exposé. On sait que tout spectacle, pour les philosophes des Lumières, est quelque chose de dangereux par l'exemple qu'il donne et auquel l'éclat de l'art prête son charme pernicieux. La théorie morale d'un Rousseau en fait foi, mais elle reste théorique, sans explication, alors que Diderot la met en exercice en commentant les œuvres exposées dans les salons. Elles ont donc besoin, ces œuvres, pour pouvoir éclairer les esprits, d'être elles-mêmes éclairées par le philosophe et adressées au public. Cet adressement, qui prend quelquefois l'allure d'un redressement, est le fait de la critique. C'est ainsi que Diderot voit son rôle, qui est de voir et de faire voir, en même temps qu'il le vit. Entre le voir et le vivre, le rapport doit être équilibré. Et c'est à cet équilibre que les salons, le traité du beau, l'essai sur la peinture, convient le lecteur-spectateur. Qu'est-ce que ce rapport ? On pourrait répondre, un peu vite, que c'est celui qui rend compte de la liaison de la pratique avec la théorie, du moment présent éprouvé dans ses sensations les plus diverses, variées, changeantes, soumises aux humeurs et aux goûts, avec sa réflexion dans la pensée, qui en cherche l'assise universelle. Lier en somme la philosophie et l'esthésis, c'est tourner la sensation de telle sorte qu'elle devienne morale, c'est-à-dire qu'elle impressionne le sentiment. Ce tournant, cette conversion du regard porté d'abord vers l'extérieur pour revenir en évaluation, du spectacle vécu à la vision intime, n'est possible qu'à se munir d'une échelle de valeurs, c'est-à-dire d'une théorie des rapports. Il y faut préalablement des hypothèses. C'est ainsi que toute critique doit être description, mais description moralisée, c'est-à-dire théorisée. Nous pourrions préciser adressée. Avec cette caractéristique très diderotiste qu'il y a double, sinon triple adresse dans le lien qu'unit l'œuvre à son spectateur et ce spectateur critique d'art à son public. L'œuvre s'adresse de telle sorte au critique, en effet, qu'il se laisse absorber en elle. C'est le signe que l'adresse de l'œuvre a atteint son but. Et cette absorption que le critique décrit au lecteur devrait les absorber à son tour, ce qui serait le signe que la critique a atteint son but. Ce modèle s'applique à toutes les sortes de critiques, même si les plus connues d'entre elles restent les salons. En effet, la méthode critique est la même, qu'il s'agisse de littérature, de théâtre, de peinture. Toujours l'impression du moment et le détour réflexif s'y doivent faire entendre à juste proportion. Et ce détour, bien compris, peut consister à convertir un sens dans l'autre. Ainsi du théâtre, où l'on peut se boucher les oreilles pour n'être sensible qu'à la seule dramaturgie, ou du tableau, devant lequel on pourrait simuler d'être un sourd
regardant des muets s'exprimer par signes. Petit 3, fortune et infortune du modèle. Le modèle Diderot, instauré, ne subira pas de grands changements, même si les termes du paradoxe ne sont plus les mêmes. Le couple d'opposition objectivité-subjectivité ayant remplacé le couple sentiment-raison. Et même si les termes débattus, autrement dit les hypothèses théoriques, au nom de quoi la critique établit ses évaluations, changent avec le temps. Si Denis Diderot avait réussi l'exploit d'être à la fois un philosophe, un écrivain et un critique, on rencontrera difficilement une telle constellation par la suite. La population des critiques se recrutera surtout parmi les journalistes, les romanciers et les poètes. Les écrits esthétiques de Baudelaire, qui sont des textes théoriques, accompagnent et soutiennent ces critiques ponctuelles. Zola, Mirabeau, Proust ou Mallarmé, Apollinaire et Breton prennent position et sont écoutés. Mais le travail de terrain est accompli par les gazetiers et les débats se font entre journaux et revues, articles et comptes rendus d'exposition. Peu à peu, la critique devient un métier, tandis que le critique est l'intermédiaire entre artistes et public, et la presse l'organe de transmission obligé. Ainsi, contrairement à ce qui se passe avec les théories proprement dites que signent de façon aveuglante les noms des philosophes, et mis à part quelques signatures célèbres, c'est une foule de journalistes ou revuistes, au nom tombé peu ou prou dans l'oubli aujourd'hui, qui fait et défait la cote des artistes. Ils se battent à leur côté et orientent en définitive le travail du peintre et le goût du public. C'est tout un milieu qui enveloppe ainsi le travail de l'art, milieu qui milite, se bat, s'écharpe, s'invective et où stratégie et ruse sont la loi. On est toujours étonné d'apprendre, par exemple, que Gauguin était un fin stratège, jouant à la fois Mirbeau pour le grand public et Aurier pour les cercles littéraires, que Redon a besoin de Huysmans, plus utile qu'Hennequin, mais qu'il l'abandonne quand sa reconnaissance sera assurée, que Pissarro, lui, restait fidèle au vieux système d'une critique divisée en deux camps, celui des officiels et celui de la critique indépendante. Tant que dure la possibilité d'une description adressée, c'est-à-dire moralisée, parce que le sujet s'y prête avec la figuration, puis avec le lent mouvement d'abstraction que l'on peut décrire lui aussi. Le modèle Diderot joue son rôle. Il tient la balance exacte entre subjectivité du critique, enthousiasme, émotion, morale du beau, et objectivité, information précise, essai de classement, proposition théorique. Mais ce modèle devient inutilisable devant l'art contemporain. Le critique ne peut en effet tenir la position paradoxale du modèle Diderot, mi-partie descriptive et raisonnable, mi-partie sentimentale et appréciative. Avec l'art technologique, surtout, comme nous l'avons montré plus haut, le sentiment ni la morale, l'adresse ni l'interprétation ne peuvent tenir. Petit 4. Un cas de critique très influent, Greenberg. Un autre modèle critique pourrait-il s'y substituer ? Celui-là plus autoritaire, ayant une influence plus directe sur la production des artistes et leur renommée,
et choisissant non plus le paradoxe d'Hydrotiste, mais une des branches du dilemme, le formalisme rigoureux des propositions. À l'articulation de deux mouvements de l'art américain que l'on peut, à cette époque, qualifier d'avant-garde. Clément Greenberg est le théoriste de l'after abstract expressionnisme ou modernist painting. Le plus grand critique du XXe siècle selon certains, le doyen des critiques de l'après-guerre d'après Rubin, a commencé par imposer la peinture américaine, détrônant ainsi l'école de Paris, avec l'action painting, dont il se fait le défenseur et le promoteur, puis théorise la peinture moderniste, ce qui, dans son vocabulaire, signifie avant-garde, mais aussi et surtout retour à l'essence véritable de la peinture, sa singularité, son identité, sa planéité. En effet, et c'est là son apport théorique, Greenberg prône la spécificité de chaque art. L'art, en général, doit être avant-gardiste. C'est là une qualité générale de tout art qui tombe d'accord avec lui-même, reconnaît et approfondit son rapport à sa spécificité. Personne ne peut nier que la spécificité de la peinture, son médium, son lieu propre, c'est sa bidimensionnalité. Ainsi, être peintre, c'est travailler au plus près de cette bidimensionnalité, la reconnaître, la laisser s'exprimer dans toute sa pureté. L'essence du modernisme tient à l'usage des méthodes caractéristiques d'une discipline, afin de critiquer cette discipline même. L'influence qu'il exerce alors, on le dit, faiseur de roi, tient à plusieurs facteurs. 1. Dans l'Amérique d'après-guerre, il y a des collectionneurs et des galeries. Le nombre de critiques d'art est restreint et leur concours est très sollicité, car les mouvements artistiques vont si vite que marchands et collectionneurs ne s'y retrouvent plus. Il leur faut un guide qui marque de son sceau. Et c'est souvent un nom, une étiquette. Un certain type de recherche artistique et le groupe d'artistes qui le pratiquent. 2. Le critique n'est plus alors seulement un journaliste qui suit les événements et fait des comptes rendus dans la presse spécialisée. Il doit théoriser la pratique, plus exactement choisir de théoriser une pratique. Et pour cela, lui imposer un nom. C'est le cas de Greenberg, avec le nom de formaliste qu'il donne à ses artistes. La pratique de la critique, entendue de cette manière, a elle aussi, comme tout art, sa spécificité. En tant que discipline, elle doit se critiquer elle-même, rester en éveil. 3. Avoir ses artistes. Cela signifie, d'une part, patronner un mouvement, en être le chef de file et l'inventeur, mais aussi promouvoir et placer ses partisans sur la scène internationale. Le critique fait ses peintres, c'est-à-dire qu'il fait aussi son public, qu'il a ses revues, ses contacts avec les galeries, etc. Alors que Castelli, le grand galeriste américain, qui lui aussi fait ses peintres, ne peut pas toujours imposer ses choix. Greenberg, lui, travaillant en amont, crée ses partisans, c'est-à-dire crée les conditions de la réussite pour ses peintres. En fait, il gouverne un monde.
c'est que le travail théorique est doté de ce pouvoir particulier d'être considéré comme objectif, en dehors des caprices, humeurs et goûts subjectifs. La théorie met Greenberg à l'abri de disputes sur le goût. Il peut même affirmer que le mauvais goût est une qualité et prétendre qu'il soutient le travail de peintres pour lesquels il n'a aucun goût. En somme, cette déclaration sur la forme de la critique, ce qu'elle doit être formellement, vient redoubler la spécificité du contenu de sa critique, qui part en guerre contre le subjectivisme, l'expressionnisme du geste, fut-il expressionnisme abstrait, contre le Penterli, et y voit une étape qui s'est dépassée vers ses propres limites, vers l'abstraction post-Pinterli de style Stanned, Color, Field, plane et sans aucun relief. En cela, le critique appelle l'histoire de l'art comme contexte indispensable et se place lui-même directement avec le mouvement qu'il coiffe et signe dans l'histoire. En somme, dans la tradition en marche. Barbara Rose, qui fut au départ disciple de Greenberg, parle de la nouvelle conscience qu'a le critique de son côté historique, de son désir d'être assimilé au style que l'histoire retiendra comme l'avant-garde d'une période donnée. Il s'affaire donc avec ses disciples, les Greenbergers, Michael Fried, Rosalind Krauss, à consacrer des gloires présentes. Louis, Noland et Olitsky, mais il réinterprète parallèlement toute la tradition de l'art moderne en mettant la période présente en phase avec le passé. On voit par là l'infléchissement que le critique fait subir au travail de ces artistes et de ceux qui, attirés par sa stature, deviennent formalistes pour être défendus par lui. C'est dans ce sens que l'on peut parler des effets réels d'une pratique théorisée, celle qu'exerce Greenberg, théoricien, sur le domaine de l'art dans son ensemble, artiste, mais aussi galeriste, marchand, critique d'art, historien et esthéticien. Subjectivité des choix, objectivité de la mise en forme. Le critique ne peut échapper à cette double tentation. Le tout est de faire passer la première branche de la contradiction sous le label de la seconde. Et Greenberg est certes passé maître à ce jeu. Ce qu'il nous importe de montrer ici, cependant, c'est moins la manière plus ou moins rusée d'arriver à ses fins, c'est-à-dire d'exercer un pouvoir réel sur le travail des artistes, et donc sur l'histoire de l'art, que la réelle nécessité de la théorisation. Cette nécessité est par ailleurs double, car elle prend en charge la théorie de la critique, comment la pratiquer, ce que doit être une bonne critique, et sur la pratique artistique qui est son objet. Cette mise en forme utile aux critiques, s'ils veulent devenir influents et reconnus. Mais elle est négligée par des critiques moins exigeants qui se contentent de faire en quelque sorte de la publicité d'artistes. Attitude évidemment tenue en piètre estime par un Greenberg qui la traite de journalistique et dont il faut bien avouer qu'elle est le lot commun. On peut risquer à cet égard l'hypothèse que cette affluence de critiques arrive à former un véritable milieu propre à l'art, un microcosme avec ses lois, ses lignes de force et centres de pouvoir, sa division en rôles
ses organes de diffusion, les alliances, batailles et traîtrises, stratégie, victoire et défaite, et que ce milieu ainsi constitué facilite ce nombre toujours croissant de mouvements artistiques, d'œuvres nouvelles, cette agitation toujours plus vive qui caractérise les débuts du XXe siècle. En suivant cette hypothèse, on pourrait voir dans le monde de l'art actuel la poursuite de l'accélération de ce mouvement de la critique, lui-même lié à l'accroissement du nombre d'expositions, de galeries, d'événements publics, et en somme, à l'extension du marché, qui tend à recouvrir, voire à étouffer les œuvres qu'elle entend promouvoir de son constant et obligé commentaire, au point de les rendre invisibles. Le mouvement de l'œuvre a sa critique, qui paraissait tomber sous le sens. L'œuvre exposée attendant le commentaire, comme il en était des salons. Bulletin de l'Académie publié après chaque exposition semblerait s'inverser actuellement. Le critique style Greenberg produirait en quelque sorte l'œuvre au lieu de la contempler après coup. En conclusion, nous l'avons remarqué avec les difficultés de la nouvelle critique à se constituer en tant que critique. La nécessité de sa théorie se fait cruellement sentir quand elle manque à sa place, quand il n'y a aucun principe ni critère pour évaluer, juger ou mettre en place. Deux phénomènes se produisent simultanément pour la critique. D'une part, le silence et, partant, la désinformation. D'autre part, un discours général de tendance qui initie des débats de société dans lesquels, et ce n'est pas un hasard, est posée la question du sens ou du non-sens de l'art. Question sans véritable réponse, ou qui peut être résolue seulement comme la question du mouvement, en marchant. Et les deux modèles, celui de Diderot et celui de Greenberg, bien qu'ils continuent donc à travailler comme modèle dans l'imaginaire critique, sont cependant mal adaptés aux exigences d'une critique contemporaine, parlant d'un art contemporain en train de se faire. Le premier, car son adressement ne peut plus avoir lieu, sa cible, le bourgeois cultivé, n'étant pas en état de remettre en question les connaissances acquises, qui lui ont profité et lui profitent encore, ou bien elle, s'il le fait, et accepte l'adresse. Le résultat est trop réduit par rapport à la cible visée, qui est massivement la communauté. La promenade en est donc charmante et de bon ton, mais entièrement à côté de ce qui se passe. Le second, car l'autorité dont il a fait preuve, en tant que faiseur de roi, s'exerçait sur un petit nombre. Travaillant en connexion serrée, dans un même monde. Or, répéter cette mainmise devient improbable devant le nombre, la diversité et l'hybridation ou métissage des pratiques actuelles. Grand 2, une pratique qui se pense ou ceci n'est pas un livre. Depuis les carnets de Vinci, la correspondance de Poussin, le journal de Delacroix, les écrits d'artistes se sont faits nombreux. Ils ont acquis droit de citer
dans le domaine de l'esthétique. Comme les œuvres de leurs auteurs, ils sont dans le site. Mais de quel droit s'agit-il ? Quel est le statut de ces écrits ? Justification, explication, pédagogique. Cours professés, par exemple, ceux de Bauhaus. Traités, par exemple, ceux de Kandinsky. Ou à intérêt documentaire pour futurs historiens de l'art. Par exemple, les lettres ou carnets de Dürer. De l'ordre de la confession et de la méditation. Carnets, journaux. Ou promotionnels et polémiques. Textes pour catalogue, manifestes, réponses à des interviews. Le statut d'écrit d'artiste est difficile à cerner. Sont-ils des à côté, des pré ou des postfaces ? Ou font-ils partie intégrante de l'œuvre ? Sont-ils témoignages véridiques et fiables ? Ou sont-ils destinés à cacher ce qu'ils semblent révéler ? Encore une fois, ici, c'est à l'usage qui en est fait que nous pourrions confier pour débrouiller les chevaux. On peut supposer au premier abord que les textes à usage public se différencient des textes à usage privé, correspondance ou journal. Les premiers visant justification, argumentation et explication seraient extérieurs à l'œuvre elle-même et seraient tournés vers l'extérieur, et les seconds, notes écrites pour soi, brouillon, rature, monologue intérieur, feraient partie de l'œuvre au titre d'un mouvement interne de réflexion, indispensable à la pratique d'un art. En ce sens, les ratures et reprises des manuscrits de Flaubert sont des textes privés à l'intérieur de l'œuvre, qu'elle commente en quelque sorte. Mais cette distinction cède devant une nécessaire ambiguïté. Comment juger, par exemple, des lettres de Poussin ? Elles tiennent des deux usages. L'épistolier ne peut ignorer ce qu'il doit au peintre et qu'il doit travailler à sa reconnaissance en tant que peintre. Il est le médium utile, l'intermédiaire obligé. À ce compte, il lui est soumis, travaille à sa gloire ou à son confort. Mais à l'inverse, ne peut-on prétendre aussi que la formulation, la verbalisation des questions posées par le moi peintre au moi scribe change l'ordre des priorités ? Le peintre suivrait alors les préceptes que le scribe a mis en forme. En réalité, on ne sait qui des deux fait œuvre, ni comment se partage l'invention. C'est cet entre-deux que l'écrit d'artiste assure. Le relais du non-verbal au verbal, dans un mode qui tient des deux. Le titre d'un écrit de Noël Dola récemment. La parole dite par un œil. Mais singulièrement en perspective, cette ambiguïté, où Magritte insiste, disant « La peinture rend visible la pensée », ou encore l'image d'une pipe s'accompagnant du célèbre « Ceci n'est pas une pipe », proposition qui est elle-même mi-peinture, mi-langage, et résume assez bien la situation de tout écrit d'artiste. Peinture, pensée, image, mot, pratique, théorie. Ces couples à la fois s'opposent et se lient, de telle sorte qu'entre chaque terme du couple se dessine une frontière mouvante, un terrain vague à l'équilibre instable, à voir lequel des deux tient la première place.
de la parole ou de l'œil, du visible à condition d'être pensé, ou de la pensée à condition de visibilité. Distinction ténue et qui change avec chaque artiste, chaque mouvement artistique et sans doute aussi chaque époque et chaque mode théorique. L'actuelle importance des analyses linguistiques n'est pas sans rapport avec l'abondante floraison de textes d'artistes. D'autant plus ténue que l'œuvre devient abstraite, ne répond plus au canon des théories fondatrices et échappe à l'interprétation disciplinaire et même à l'investigation des critiques. L'art contemporain, en dehors même de l'art conceptuel qui s'empare de cette ambiguïté pour y faire œuvre, est affronté à cette nécessité de rendre visible non point le monde invisible, mais son œuvre même. C'est elle, la chose, qui a besoin de visibilité, la possibilité d'être vue par un public. Et pour cela, il faut qu'elle soit transportée sur le registre de l'écrit, du dit, et donc de la lecture. Tu diras, je ne veux pas parler des mots, mais seulement des choses. Je répondrai que, bien que tu ne veuilles parler que des choses, cela n'est cependant possible que par la méditation des mots ou d'autres signes. C'est ici la lecture du texte qui fait voir, rend la chose œuvre visible. C'est l'argumentation, la théorie que l'on voit sous la forme qu'elle revêt, dans l'apparence de sa quasi-invisibilité. L'écrit d'artiste en prend un tout autre statut, ou plutôt le trait qui le liait. Il n'y a guère à l'œuvre de manière assez lâche. Se renforce, devient nécessaire, fait partie du dispositif artistique, dispositif qui tend de plus en plus à prendre la forme d'un texte-objet. Ceci peut trouver sa confirmation dans le fait qu'il n'y a guère d'ouvrages sur l'art qui, pour la période récente, ne fassent appel aux écrits des artistes plutôt qu'à des travaux d'historiens ou d'esthéticiens. Les livres de Kandinsky, ceux de Klee, de Mondrian, de Malevich, Matisse, Magritte, ceux des Land artistes ou encore de Barnett Newman, de Rodchenko, de Reinhardt, de Kounin semblent parler d'eux-mêmes. La mode est au retour à la source et le document vaut preuve. Grand 3, la rumeur théorique. Des théories de fondation aux théories d'accompagnement, aux écrits d'artistes et de critiques. Le discours enveloppe la pratique de l'art, même à considérer comme beaucoup que cette pratique est toute d'intuition et d'inspiration, non conceptuelle, non intellectuelle. La théorisation est là, qui théorise, justement, cette absence volontaire de théorie. Cela peut sembler un sophisme, comme aussi semble paradoxal le mariage rumeur-théorie. Sur le premier point, cependant, à considérer attentivement l'apparente spontanéité de l'artiste, sa sensibilité, son génie, la façon qu'il a non point de reproduire le visible, mais de rendre visible. On s'aperçoit à quel point il y a là non pas une constatation, un aller de soi, une évidence incontournable, mais bien, en arrière-fond, une théorie qui irrigue et oriente ses propositions. Elle s'enlève en effet sur un fond philosophique, un mixte de platonisme. Reproduire est mauvais. Cela nous éloigne de la vérité.
et de néoplatonisme. Rendre visible l'invisible, c'est glorifier l'un. L'homme complète et achève la nature de manière naturelle. En tant que théorie ambientale, nous avons rencontré ces propositions au début de ce travail. Il s'y mêle une théorie du génie héritée de Kant et du romantisme, et une théorie de l'histoire qui devrait y contrevenir, mais qui en réalité s'y joint, et l'hypothèse métaphysique d'un monde invisible qui nous entoure et nous appelle à le découvrir. Alors même que le sublime, par définition, est indicible et informulable. Ainsi, ce qui peut paraître à première vue opinion vague, humeur, goût de chacun, bref, ce dont on ne pourrait discuter, comme le veut le dicton, soumis à changement, sans assise bien fondée, où il n'est même pas question de trouver quelque théorisation que ce soit, est en fait une sorte de résumé de théories mêlées, que l'habitude a rendu naturelle, évidente, c'est-à-dire implicite. Pour saisir l'aspect théorique de cette opinion dont on dit tant de mal, nous avons à repenser la nature de la doxa, son rôle, son utilité et le type de connaissance qu'elle met en œuvre. En effet, à parler toujours d'opinion et en tant d'acceptions diverses, on oublie l'origine de cette sorte de jugement, origine qui se trouve être la doxa. Notion que l'on voit généralement comme opposée au logos et ayant tous les caractères d'un mauvais logos, d'un logos errant, peu sûr, dégradé et qu'il faut redresser. C'est, pour la philosophie classique, le dernier degré de la connaissance pour oui dire. Là, justement, où la théorie échoue à être comprise et où le bavardage, le parler pour ne rien dire, remplace le désir de connaissance. Petit 1, la doxa, naissance et usage. Si nous nous fions à la tradition classique, doxa est le nom pour une connaissance du premier degré, le plus bas. Celui qui met en scène le oui-dire, ce qu'on a entendu et qui n'est pas vérifié, que l'on reçoit et accepte comme un bruit, ou ce qui se livre comme pure apparence. On devrait même dire, en ce cas, qu'elle n'est pas connaissance du tout. Cette mauvaise opinion de la doxa comme opinion s'est transmise avec constance le long des siècles. On la retrouve chez Spinoza, dans le court traité, expressément mise à la dernière place, et elle accompagne nos propres opinions, dites personnelles sur l'opinion. Et nous verrons combien ce qualificatif personnel est erroné. Nous dotons ainsi d'une opinion doxique sur la doxa. Or, à reconsidérer ce type, connaissance, nous le trouvons lié à une configuration particulière qui allie temps, lieu et rôle social, comprenant, à ce titre, un dispositif de transmission de la mémoire, du savoir acquis et des méthodes d'apprentissage. Ce temps et ce lieu sont ceux de la cité antique et de fait, la doxa n'est pas envisageable en dehors de la communauté urbaine et de ce qu'elle offre comme pluralité de classes, de métiers, d'organisations administratives, de peuples et de langues divers. La doxa naît avec la police, à laquelle elle est indispensable. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de la cité nécessite la diversité des métiers et des savoirs, et par là même, d'une part, des modes de connaissance distincts, des langages distincts
et d'autre part, un langage commun compréhensible par tous et qui relie les membres de la communauté, leur permet de parler entre eux et de participer d'une culture commune, sorte de réservoir de mémoire dans laquelle ils puisent à leur convenance. Comment la doxa assure-t-elle ce double rôle ? Premièrement, en ce qu'elle est le mode de savoir approprié à certains métiers. Un langage donc, spécialisé. Tel est le langage de tout artisanat, de tout métier où la pratique l'emporte sur la spéculation intellectuelle. Il s'agit de cette recette empirique, de termes de métier, d'un savoir consigné dans des listes et des accumulations, de pratiques affinées au cours des années, transmises par les maîtres en direction de leurs apprentis, et non de la construction théorique. C'est là un savoir doxique, tel qu'il peut changer. Et au cours des temps, et suivant les écoles et les maîtres, mais c'est bien un savoir, et très utile à la cité. Que ferait-elle sans médecin, sans architecte, sans menuisier, ni potier, sans gymnaste, ni musicien ? Tous apprennent leur métier par le relais des oui-dire, sorte de chaîne passant de maître en maître. Pas d'universalité, donc, rien du particulier, et par là aucune science proprement dite. Celle-ci est réservée à la théorie et aux théoriciens, c'est-à-dire aux philosophes, qui détiennent cet étrange pouvoir de dire le vrai, le bien et le beau, et de dire aussi, par la même occasion, que la doxa et les doxistes ne le peuvent. Ceux-ci sont assignés à dire seulement la vraisemblable, le vraisemblable, ceux qui ressemblent au vrai, à travailler dans la sphère de l'illusion et la diversité des apparences. Cependant, à considérer l'importance de ces doxas, qui tissent au sein de la cité une chaîne de paroles particulière. On se dit qu'elle l'emporte de beaucoup en liaison utile sur la parole isolée, élitique du philosophe, bien que l'une soit particulière et l'autre universelle. Petit 2, transmission du lien et lieu commun. C'est qu'aussi bien femmes et enfants, et quelquefois esclaves, participent de la parole doxique. Et leur langage, ce bruit de fond continuel, est le lien commun de la communauté. Certes, ce sont là des bavardages, des paroles pour rien, des paroles en l'air, mais aussi, et en même temps, le fond mémorable de l'éducation, de l'apprentissage du commun et de la communauté. Adage, légende, superstition, histoire et histoire s'y mêlent en une constante rumeur, agrémentée de bribes de savoir, de recettes particulières, de conseils et avis, remèdes de bonne femme, dit-on. On peut se demander quel est le ciment qui tient ensemble ces bribes de savoir et si on tient pour seul réellement viable et transmissible les organisations conceptuelles. On ne peut que mépriser ce patchwork insensé, mais c'est une logique tout autre que celle des déductions syllogistiques qui président à l'assemblage de ces fragments hétéroclites, et un de ces traits au moins est à retenir en priorité. C'est que cet assemblage est extrêmement solide. Il résiste à toute critique et manifeste une vitalité à toute épreuve. Il faudra se demander pourquoi et ce qui le rend si indestructible. D'autre part, il faudra se demander aussi à quel usage cet assemblage est promis et s'il faut,
comme le prône le logos de la logique, redresser son désordre ou le laisser à son inconséquence. La solidité de la doxa tient curieusement à son extrême malléabilité, laissée à l'appréciation des particuliers, sans doctrine pour en fixer les contours. Les opinions doxiques s'adaptent, en effet, aux circonstances, d'où son aspect changeant alors même que demeurent les traits caractéristiques de son exercice. Nous verrons ainsi, pour ce qui nous occupe ici, l'activité artistique, la doxa s'adapter aux nouvelles conditions de la pratique de l'art, peu à peu, certes, et avec un certain retard sur la pratique elle-même. Picasso est devenu un classique de la doxa qui en a fait une de ses icônes favorites. De même, cette solidité tient-elle à ce que la doxa ne procède pas d'une transmission institutionnelle. On n'en étudie pas les propositions dans les livres, on ne la lit pas dans les textes, on l'écoute, on l'entend comme un bruit de fond, sans y prêter attention. Ainsi, échappe-t-elle à l'analyse et donc à la critique. Et par ailleurs, comment critiquer avec les critères classiques qui vitupèrent les contradictions et l'incohérence, quelque chose qui, dès l'abord, se pose comme incohérence et contradiction. Enfin, cette doxa est un résumé, péjorativement, on dira un ramassis, de lieux communs. C'est à cet usage qu'elle est destinée, et c'est là son rôle principal. Les lieux communs sont des propositions et croyances communes qui s'installent par répétition et forgent les habitudes de penser, de sentir et de percevoir. Ce que l'on nomme culture, en somme. En tant que lieu, ces propositions sont repérables comme l'étaient les lieux ou topoi de la rhétorique antique. Ils regroupent en effet les dispositifs d'argumentation possibles suivant les sujets, les passions, les jugements, les actes, les intentions, les causes, les présomptions, etc. Un bon rhéteur se sert de ces lieux pour passer en revue toutes les possibilités de défense ou d'attaque et les assemble entre eux de façon à orienter son discours. Cette orientation dans le labyrinthe des topoi, c'est ce qu'on appelle le sens. Dans l'expression lieu commun, si lieu désigne bien ces paquets de sens, commun désigne, lui, le partage de ce sens par tous ceux qui forment la communauté. Le bon sens est fait de l'acceptation et de l'affirmation répétée de ces lieux communs. On voit dès lors le travail de la doxa comme travail du lien social. Elle offre sa toile bien tissée à tous, sans exception. Et ces lieux qu'elle présente à l'entendement de chacun nous rendent capables de nous entendre les uns les autres. Ainsi, la culture est-elle bien ce tissu de lieux communs, cousu par la doxa, auquel nous adhérons tous dans une communauté donnée? Et rien d'autre que cela. Qu'est-ce qui est mis en commun dans les lieux communs? Le patrimoine reçu et transmis des idées toutes faites sur la vie, la morale, l'art, le beau, le vrai, la science, le progrès, la démocratie. Et ce ramassis n'a aucune rigueur d'assemblage, si ce n'est à être entièrement repensé, passé au crible de la raison par un théoricien. Événement peu probable, tant cet ensemble est solidement tissé et résiste à la dissolution critique. Le plus aigu des théoriciens
le plus vaste penseur, tiendra pour assurer des pans entiers de doxa dès qu'il ne concerne pas l'approche qu'il fait des questions qu'il traite. Cependant, c'est bien ce tissu qui lie les différents groupes dans une communauté de culture, partageant les mêmes valeurs, s'il en est ainsi en ce qui concerne l'idée et la croyance que nous partageons sur la science, son progrès, sur la démocratie, sa nécessité, sur la morale, s'il en faut, et c'est celle de l'altruisme, de l'antiracisme, de la liberté, de l'égalité et de l'universalité des droits. Il en sera de même pour l'art. Il en faut même si les propositions y sont moins claires. Voici donc la doxa, comme donnant lieu au lieu commun sur l'art. Arrêtons-nous un moment à ces propositions et voyons comment elles sont issues et tissées à partir des théories que nous avons passées en revue jusqu'à maintenant. Petit 3. Les propositions doxiques sur l'art et ses usages. De l'art, la proposition commune consiste à admettre la nécessité. La raison, c'est que sa pratique est une des caractéristiques de l'homme, comme le rire ou l'erreur. C'est son apanage. Les animaux ne sont pas artistes. À l'homme reviennent toutes les primautés, y compris celle-ci. Accomplir des actes gratuits non directement liés à l'intérêt. Un acte pour rien, pour la beauté du geste. À première vue, cette proposition n'a rien qui cloche. Nous la recevons comme l'énoncé d'une évidence toute naturelle. En y regardant de plus près, cependant, nous nous apercevons qu'elle ressemble étrangement à l'un des 4 moments du jugement de goût kantien, le désintéressement. Elle y ressemble, mais elle ne lui est pas identique. En effet, pour Kant, il s'agit d'un des traits du jugement esthétique vis-à-vis d'un objet de l'art, dans l'espace circonscrit qui est le sien. Pour la doxa, en revanche, il s'agit d'une caractéristique de l'homme en général, sans qu'il soit question de jugement sur un objet spécifié. La doxa transmet donc bien de la théorie, mais à sa façon, en arrangeant le contenu. La généralisation est une de ces ruses. Une autre de ces ruses qui facilite la transmission, c'est de parler d'objets là où la théorie parlait de jugement ou d'attitude. En effet, de l'attitude esthétique qui doit être désintéressée selon Kant, la doxa passe à l'objet d'art. Il ne doit pas susciter l'intérêt, il ne doit pas être consommable ni utilitaire en quelque manière que ce soit. D'autre part, ce qui pour Kant concerne les regardeurs, les contemplateurs et les assure qu'ils sont bien en train de porter un regard esthétique sur ce qu'ils contemplent. La doxa en attribue le rôle à un tout autre sujet, un sujet unique, celui qui fait l'œuvre, l'artiste. C'est lui qui, selon la doxa, doit être désintéressé, et ceci au sens le plus économique du terme. Nous pouvons enchaîner bien d'autres propositions des lieux communs de la doxa sur la question de l'art. Ils viennent de partout, de toutes les strates qui ont composé lentement cette vulgate. Et l'intérêt de cette composition est son polymorphisme, sa labilité, et la manière dont elle évite quasi innocemment le principe de non-contradiction. En effet, et pour citer quelques autres exemples, du platonisme, la doxa retient cette forte séparation entre art et technique, que Platon n'a jamais faite. La technique étant méprisable en tant qu'utile, intéressée, construite autour du particulier et non de l'universel, et trop vulgaire pour s'approcher de la beauté.
L'art ne doit pas frayer avec la technique, sinon il se mécanise, devient froid et calculateur. D'où le refus de la doxa de considérer les arts technologiques comme art. Ainsi a-t-elle pris le discours négatif, anti-technique et anti-doxique de Platon et l'a opposé à une idée de l'art qui, parce qu'elle est passée par Aristote, Kant, le néoplatonisme et 2000 ans de discours sur les œuvres d'art, s'est chargé positivement de qualité supérieure. Le résultat est ce curieux amalgame et cette inconséquence radicale qui fait ignorer la part technique du travail artistique et en même temps la réclame comme preuve de la valeur de l'œuvre. Du néoplatonisme. La doxa garde l'idée que l'art participe de l'être et de l'un, que sa valeur est celle même qui est accordée à l'âme, et qu'à célébrer et pratiquer l'art, on célèbre la nature et Dieu. Aussi bien la nature constitue-t-elle à la fois la valeur à respecter et le but à poursuivre. Il faut travailler à être naturel, étant donné que la nature, le don, sans travail ne vaut rien. Mais parallèlement, la doxa nous dit que le travail sans le naturel est tout aussi nul. La nature indique le bon sens, le chemin à suivre. Elle est un des principaux lieux communs de la doxa, même et surtout si on n'arrive pas à la définir. Il faudrait se demander quelle part a le lieu commun dans les savantes analyses de certains phénoménologues sur la nature naturante et la nature naturée. Qu'est-ce que cette nature qui se dit par l'œuvre de l'artiste qui nature la nature ? Quoi qu'il en soit, nature ou Dieu, l'art fraye avec le divin, le sacré, et toute infraction à la révérence est sévèrement réprimandée. Du romantisme et de l'école de Francfort. La doxa tient cependant de manière antinomique que l'art doit être critique vis-à-vis des valeurs du sens commun, irrévérencieux vis-à-vis d'une sacralisation ou de privilèges insoutenables. Il y faut l'esprit frondeur d'avant-garde, seul garant de l'originalité désirée. Il ne s'agit plus de nature, ici, mais d'invention critique, aussi loin que possible du réel. De Nietzsche et du romantisme. Que l'artiste est un génie insolite, au-dessus du bien et du mal. Cependant, dit encore la doxa, il faut respecter la morale ordinaire, sous peine d'être rejeté. De Schopenhauer. Que l'art efface toute douleur comme tout désir. Que l'état d'apesanteur est souhaitable, comme aussi l'ataraxie. La suspension hors des bruits de la foule. L'isolement sont conditions de l'art et du bonheur. Cependant, encore, l'art doit communiquer, même si l'artiste est isolé. Même si l'on veut l'art incommunicable et ineffable, et si rien ne peut en être dit, car il échappe à nos sens comme à toute explication. Enfin, de tout un courant de pensée démocratique, vient l'idée que l'art doit être à la portée de tous, du sens commun et du bon sens, que c'est un lieu commun, au sens d'espace public. La propriété de la communauté et non d'un seul, et qu'il fait partie de l'histoire, c'est-à-dire de nos mémoires, même quand nous n'en savons rien, pas même s'il existe. Et donc qu'il tient au corps physique et spirituel de la nation, bien que certainement, dit encore la doxa, il soit absolument universel. Mais on le sait, la doxa ne sait rien de l'universel et ne peut rien en savoir, confinée dans le particulier comme elle l'est. Tous ces dires contradictoires que nous n'avons pas énumérés
il y faudrait des pages. N'incommode nullement la doxa qui les mélange, les fait tourner, en sort un ou plusieurs éléments quand il s'agit d'attaquer ou de défendre, exactement comme ferait le rhéteur, à qui elle ne le cède en rien. Cet aspect désordonné qu'elle nous montre fait penser que c'est bien là parler pour ne rien dire, lancer des paroles en l'air, et qu'il s'agit bien de ces méchantes opinions qui courent les rues et qu'il ne faut leur accorder aucune importance, sinon à déplorer leur ineptie. Or, en qualifiant la doxa de rumeur théorique sur ce terrain de l'art, nous avons voulu montrer qu'il n'en est rien, que la doxa est ce genre de discours alogos, non pas absurde, mais à côté et en dehors de la logique, de l'érudition et de la connaissance précise, que ce discours est porté par un amalgame de théories et porte lui-même des éléments théoriques nombreux, tout à fait repérables sous leur déguisement et qui contribuent à former autour de l'art ce nuage de sens, bon sens et lieu commun, qui nous maintient en suspension, séduits, troublés, et nous-mêmes doxiques à l'endroit de l'art dont nous épousons simultanément ou successivement toutes les perspectives qu'elle délivre. Si elle simplifie, généralise, retient une image et en fait l'allégorie du discours tenu par ailleurs, glisse d'un objet à l'autre, change sujet contre objet et vice-versa. Cette connaissance diffuse, qui ne se sait pas connaissance, la doxa, que l'on traduit généralement par opinion, transporte les théories de l'art, et toutes les théories de l'art et leurs accompagnements interprétatifs, pêle-mêle, avec certaines œuvres, celles qui sont inscrites au panthéon de la mémoire. Dans un joyeux débord qui forme en réalité ce que nous croyons de l'art, ce que nous pensons qu'il est et doit être pour répondre à la rumeur de la doxa, qui est de bout en bout traversée par le théorique. Non pointant alors opinion, terme qui signifie péjorativement humeur, caprice et goût particulier sans rapport au raisonnable et fluctuant aux variations de la mode, mais bien au contraire, construction patiemment élaborée dans les ateliers de l'imaginaire, issue d'un terrain commun, celui des pensées qui se sont formées au contact des pratiques et qui peu à peu ont pris elles-mêmes, en se superposant par strates, l'allure d'un palimpseste, d'une structure géologique feuilletée plusieurs fois millénaire, aussi solide que le roc, sur lequel, comme un temple s'élève, s'érige notre inébranlable croyance dans l'art.